Pour l'eau, pour vous, à chaque instant, avec Lyonnaise des Eaux, partenaire de la Fédération Française de Triathlon. Le meilleur du Grand Prix FFTRI 2007 de triathlon avec RMC. Retour sur le Grand Prix 2007, nous sommes à Lorient, troisième étape donc. Après avoir vécu la course de ces demoiselles, c'est au tour de ces messieurs de se préparer. L'étang du Terre sera donc le théâtre de cette épreuve de natation. David Bardy, le directeur sportif du Lagardère Paris Racing, toujours en notre compagnie. David, là aussi pour ces messieurs, c'était un petit peu plus agréable que d'habitude. Beaucoup plus agréable, une natation sans combinaison. Et donc on va voir là à l'image. Une natation qui a été boostée aussi par deux jeunes très prometteurs. Effectivement, deux jeunes triathlètes qui avaient été invités par la fédération à venir se mêler aux pros. Il s'agissait de Vincent Louis et de Aurélien Raphaël. Exact. Voilà. Aurélien Raphaël qui a réalisé quelques belles perfs, puisque après avoir été champion de France, champion d'Europe, il est tout simplement champion du monde des jeunes espoirs. Junior. Exact. Fred Bellobre, Stéphane Poula, les deux Beauvaisiens côte à côte pour cette épreuve de natation. Qui sont dans le sillage d'Aurélien Raphaël et Vincent Louis. Donc Vincent Louis qui a fait la première longueur, 350 mètres devant, et Aurélien Raphaël qui a pris le relais ou l'inverse. Et donc qui sortent tous les deux en première et deuxième position devant deux gros calibres de natation. Est-ce qu'ils les ont laissés faire? Je pense pas, non. Je pense pas parce que après avoir parlé avec eux, ils ont fait une natation costaud, mais pas à fond non plus, les deux jeunes là, donc ils ont encore, je pense, un peu de marge. Un super potentiel, ce sera effectivement des jeunes triathlètes à suivre de très près. Ils représentent un avenir évident pour le groupe France d'ici les années à venir. Gros peloton, 20 km au programme, pas mal de Racingmen aussi. Hein. Oui, pas mal de Racingmen, là on avait aligné vraiment une très grosse équipe, et parce qu'on avait joué de malchance à Dunkerque, donc avec les conditions climatiques. Et là, on voulait essayer de recoller le podium au général. Donc ça veut dire qu'il fallait absolument qu'il y ait 3 membres de l'équipe dans, je dirais, dans le groupe de tête. Hein. Voilà, l'objectif c'était de toute manière pour gagner une manche de Grand Prix maintenant, c'est essayer de placer au moins 3 athlètes dans les 8 ou 10 premiers pour être assuré de gagner l'étape. Alors on a remarqué Brad Kalfeld, on a remarqué William Clark, voilà, et le Stuart troisième, Haynes. Stuart, effectivement. Stuart Haynes, et il y avait aussi Laurent Vidal, je pense. Effectivement, Laurent Vidal était le 4e larron. Et comment ça se passe dans une équipe comme ça lorsque on court? Il y a des gestes, il y a des indications, il y a des encouragements. Comment on se répartit les rôles? Il faut essayer de se placer au mieux, surtout ne pas louper le premier paquet. Et puis après, gérer selon les attaques qu'il y a dans le paquet et faire rouler ou ne pas faire rouler selon les athlètes qui attaquent. Donc tout à l'heure, je dis une erreur, c'était pas Laurent Vidal, c'est Davidos, qui était le 4e athlète du Lagardère Paris Racing. Ils sont une quinzaine à former ce groupe de tête. Dernière échappée dans les 600 derniers mètres qui séparent donc de l'aire de transition. Voilà, ça permet de pouvoir faire sa transition un petit peu plus à l'aise et pas d'être au milieu de la meute et de s'en mêler les pinceaux, soit pour retrouver ses chaussures, son emplacement ou se percuter au départ. Et au programme donc 5 km, sans surprise, toujours la Lagardère Paris Racing Team. Très groupé, présente, hein. Très groupé. Et puis les deux jeunes espoirs aussi qui font un départ tonitruant en course à pied, mais qui par un petit peu de manque d'expérience vont craquer au fur et à mesure. Brad Kalfeld en tête de cette épreuve, Brad Kalfeld qui s'est imposé lors de la première étape de la Coupe du Monde cette année à Moulaba, et qui là gère l'allure, et ça vous satisfait David, voilà, des images pareilles. Ça c'est très joli. Et on avait les athlètes étaient très soudés pour cette étape et voulaient vraiment faire un gros truc. Alors parlez-nous de ces athlètes. Donc c'est vraiment pas très loin de Brad, mais là la course va se faire entre ces deux athlètes. Les deux meilleurs sur le circuit au niveau course à pied. Et ils se connaissent par cœur. Voilà. Ouais. Brad a de plus en plus de mal à tenir Ravière, donc il essaye de faire tout pour essayer de le battre. Javier Gomez, il a cette particularité, c'est qu'il est très régulier, il est toujours quasiment premier. Voilà, toujours, sur toutes les courses qui s'alignent, il gagne tout, et surtout il est très impressionnant dans les 3 disciplines. Et d'autant plus en course à pied pour aller chercher la victoire. Il court à une allure 20 de moyenne. Sur toute l'année, il y a eu des calculs sur ses moyennes de course, et
Que ce soit un 5 km, un 10 km, que ce soit plat ou vallonné, il est tout le temps à 20 km/h. En tout cas, pour l'instant, il franchit la ligne en tête. Javier Gomez, suivi par Brad Kalfeld. Et troisième place pour William Clark. William Clark, 2 Racing Men sur le podium. C'est plutôt sympathique à voir, surtout quand on est le directeur sportif du groupe. On se dit qu'on n'a pas bossé pour rien. Ouais, tout à fait. Là, il y a une petite erreur par rapport au classement. Voilà la petite image, parce qu'en fait il y a eu un petit fait à l'occasion de cette étape, c'est que Javier Gomez, qui posait ses affaires avant d'attaquer la course à pied, a écopé d'un carton de la part du juge que l'on voit sur la droite. Pourquoi? Parce que son casque n'avait pas été mis dans la caisse prévue à cet effet. Il a été déclassé. Brad Kalfeld a bénéficié de la première place et puis finalement il y a eu un appel réalisé et Javier Gomez a pu bénéficier et conserver sa première place, ce qui n'empêche que malgré tout au classement général, c'était une excellente, je dirais, étape pour ce qui vous concernait, puisqu'à cette occasion, vous avez pris la première place du classement général masculin. Voilà, oui. Ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas même gagné une étape au niveau classement général pour le Racing. Donc ça nous a fait beaucoup de bien et on était motivés pour les 2 dernières étapes. Alors la difficulté maintenant, David, c'est de la garder cette première place. Bien sûr, il reste encore 2 rendez-vous, Embrun et La Baule. Comment on aborde celui d'Embrun? On va vivre ensemble, bien sûr. Là, les femmes viennent de partir, mais qu'est-ce qu'on dit? Comment on prépare son groupe? Toujours un peu le même problème, c'est essayer de gérer le calendrier au mieux avec les athlètes qu'on a à ce moment-là. Ils sont pas toujours disponibles pour aller sur toutes les étapes du Grand Prix. Donc c'est à nous d'essayer de trouver le meilleur compromis et de former l'équipe la plus forte possible pour essayer de maintenir le classement ou bien essayer même de gravir 1 ou 2 marches. Les dames en terminent avec le parcours de natation dans le lac d'Embrun, le lac de Serpenson, et sur l'instant c'est Anaïs Vergemoniz, la petite portugaise du club de Brive, qui en termine et qui arrive en tête dans cette aire de transition, suivi de peu à vrai dire par Andrea Hewitt, Jessica Harrison et Magali Di Marco. 4 triathlètes dans un moussoir de poche, mais le plus dur reste à venir car l'étape d'Embrun n'est pas tout à fait une étape classique. Non, c'est une étape très dure, la plus dure qu'il y ait jamais eu sur le circuit, avec un parcours vélo vraiment très vallonné. Donc 2 cols au programme, une montée, une descente 2 fois. Donc un parcours vélo qui fait très mal. Alors là, bien sûr, il faut le savoir, on n'attaque pas le parcours cycliste d'Embrun comme ça, la fleur au fusil. On sait pertinemment quelles seront les difficultés, à quel kilomètre elles se trouvent et de quelle manière donc agir. Ça aussi, ce sont des choses que vous répétez à vos athlètes? Oui, nous on avait fait pour l'équipe un repérage le matin même de la course, en sachant que la course était très tôt et les athlètes n'avaient pas pu arriver assez tôt la veille. Et donc on avait été repérer ça au maximum le matin et surtout le plus important c'était pas les montées mais les descentes pour pas avoir de problèmes et des problèmes de chute essentiellement sur ces descentes qui sont très dangereuses avec des routes très étroites et sinueuses. Et donc nous on avait fait l'effort de faire ça ce matin. Les voilà, les fameuses routes sinueuses et ces descentes qui peuvent s'avérer très dangereuses. On se souvient l'an passé de la chute lourde du Beauvaisien Stéphane Bignet, effectivement, qui avait dû interrompre provisoirement son programme, tout simplement parce qu'il s'était écrasé sur l'épaule gauche en pleine descente. Et là, on s'aperçoit que Magali Di Marco est un peu plus à l'aise que sa concurrente immédiate, Andrea Hewitt, puisque après l'épreuve cycliste, elle arrive en tête dans l'aire de transition et va donc attaquer le parcours à pied, les 5 km, avec un tout petit peu d'avance sur sa concurrente immédiate. Qu'est-ce que c'est une satisfaction dans ce moment précis? On a consenti des efforts trop importants. Quelle est votre analyse? Par rapport au vélo, déjà, on ne peut pas avoir un phénomène d'inspiration, de drafting, parce que le parcours est tellement dur que de toute manière, on va jusque là où on peut, au maximum, et si on ne peut plus tenir les roues, et ben on craque. Donc le gros problème se fait que en vélo, et ben il y a l'essentiel de la course se fait en vélo généralement sur des parcours types comme cela. Magali Di Marco est en tête, elle compte à peu près 1 minute d'avance sur Andrea Hewitt, 2 minutes 30 d'avance sur Jessica Harrison et Ricarda Lisk de Châteauroux. Voilà, donc les écarts se font essentiellement sur la partie vélo et après en course à pied il y a de tels écarts et l'épreuve les 5 km sont assez courts, donc c'est très rare de pouvoir aller rechercher les athlètes devant. 1h18 minutes et une poignée de secondes pour Magali Di Marco qui s'impose donc.
J'étais quand même un petit peu mieux techniquement dans la descente. Et j'ai simplement descendu à mon rythme et puis je la lâche. Hein. Ouais, mais vous faites un gros écart. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même longtemps que bon, j'habite en Suisse, je fais de la montée, de la descente. J'ai bien appris à descendre et puis c'est vrai que chez les filles, il y en a beaucoup qui ont très peur. J'ai pas eu besoin de trop forcer ni de prendre beaucoup de risques pour faire un écart. Au classement général féminin, Poissy en tête, 72 points pour Beauvais et 3e place pour Châteauroux qui après cette étape arrive à monter et pointer le bout de son nez sur le podium. Et c'est parti pour ces messieurs, 750 mètres, il fait toujours aussi beau, le lac est toujours aussi calme et la baston toujours aussi vive. Ouais. Et donc toujours pas de combinaison, donc 2 manches avec combinaison et 200 sans combinaison néoprène, malgré que le départ était assez tôt et qu'il faisait assez frais dans l'air. L'eau était à la température limite pour pouvoir mettre une combinaison. C'est 21 degrés. Voilà, pour les élites. Alors là, on se bouscule un tout petit peu. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour, au mètre carré pour autant d'athlètes. Ils ont un peu l'habitude de se mettre des gifles, donc ils savent pertinemment comment se caler les uns par rapport aux autres. Lui, Nathan Shaw, il a fait un choix différent, s'il a choisi de prendre un tout petit peu d'avance sur le reste du groupe. C'est pas une surprise, c'est un ancien très bon nageur. Un ancien très bon nageur. Mais bon, on verra que sur cette étape, il y a eu des écarts vraiment très raccourcis. Ils sont sortis tous pratiquement ensemble. Entre le premier et le 50e, il y avait à peine 45 secondes. Parce qu'ils savaient ce qui leur attendait après et que toute la course allait surtout se faire sur le parcours vélo. En tout cas, pour l'instant, devant Nathan Shaw, Sylvain Sudry, Stéphane Bignet, Stuart Heiss, Laurent Vidal, 2 Racing Men dans le peloton de tête. On a tendance plutôt à écouter les instructions du coach, du directeur sportif. Oui, bah là, de toute manière, c'était essayer d'être toujours pareil devant aux avant-postes et de placer le maximum d'athlètes. À un moment donné, je pense qu'ils vont se retrouver même à 3 ou 4 dans le premier paquet. Et après, la sélection se fera par la difficulté du parcours. Laurent Vidal, en gros plan. Laurent Vidal qui nous a vraiment étonné sur cette étape parce que il n'avait pas pour réputation d'avoir un niveau exceptionnel en vélo. Or là, sur cette étape, il a prouvé qu'il était vraiment parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur ce jour-là. D'autres membres du Racing. William Clark, voilà, William Clark qui revient de l'arrière, Stuart Heiss, et le 4e devait être Romain Buchino aussi, mais qui a craqué après. Il faut dire que devant il y a des gros rouleurs. Hein. Charlie Loisel est pas connu pour. Voilà, Charlie Loisel, Stéphane Bignet, ses petites échappées, Sylvain Sudry, Cédric Fleurton à l'image. Et donc là on a Laurent Vidal et William Clark qui sont côte à côte. Sylvain Sudry qui emmène le peloton en compagnie de Cédric Fleurton. Là on a le palpitant, on a le cœur à quelle vitesse là? Au maximum, là ils montent au train, mais ils essayent quand même de poser des attaques dans les parties les plus dures pour essayer d'écrémer le paquet et faire sauter les athlètes les uns après les autres. Et donc ça fonctionne parce qu'il y avait un paquet beaucoup plus important au début que maintenant pendant la deuxième ascension. Le cardio-fréquence-mètre qu'ils portent leur sert à quelque chose, sachant qu'ils vont être bien au-delà de ce qu'ils sont presque capables de supporter? Après ça dépend des athlètes, hein. Il y a très peu d'athlètes qui utilisent le cardio-fréquence-mètre. C'est selon les habitudes d'entraînement et peut-être pour se rassurer aussi sur des étapes comme celle-ci, ou ne pas dépasser la zone rouge et exploser ensuite. Exploser. En l'occurrence, Cédric Fleurton, c'est un pneu qui a explosé, rien de grave, une crevaison. Il va falloir réparer, ça va pas être facile pour revenir sur la tête du groupe. C'est un autre membre de l'équipe de Sartrouville qui pénètre le premier dans l'aire de transition, c'est Francky Batelier. Suivi par Sylvain Sudry. Ouais, 2 gros descendeurs qui ont dynamité la course dans les côtes et qui ont pris le large dans les descentes. Et c'est parti, sans surprise, à une très vive allure, avec le torse plus bombé pour ce qui concerne Sylvain Sudry, les épaules un petit peu en arrière, n'empêche qu'il revient sur Francky Batelier. Et là, quand on entend la foulée du petit camarade derrière qui se rapproche, comment on gère cette situation-là? Faut le gérer par rapport au... Peut-être écouter aussi le souffle, la respiration de l'athlète, voir s'il est dans le dur ou au contraire si vous n'entendez pas grand-chose, c'est qu'il est à l'aise.
Et donc sur des parcours aussi comme ça avec des gravillons, on entend d'assez loin arriver les athlètes. Donc il n'y a pas besoin de se retourner et de vérifier qu'il y a quelqu'un derrière aussi. Il y a des demi-tours assez fréquents, donc on peut jauger des écarts. Belle perf encore une fois pour le Racing, avec tout simplement les 2 premières places, je dirais presque la première place commune pour Laurent Vidal et William Clark. Ils ont décidé d'arriver ensemble, ils avaient repéré le parcours donc le matin, à 6 h du matin tous les deux, arrivés très tard la veille. Et donc le seul problème c'est qu'il nous manque un 3e athlète. Moi je pars à pied assez prudemment, et avec Francky et Sylvain Sudry qui étaient détachés. Et puis avec mon compagnon de club, on les reprend au 3 ou 4e à pied. Et puis après c'est sûr qu'on déroule un peu sur la fin, mais on a tous fait une super course. Et puis c'est bien pour l'équipe, on fait premier et 2e, enfin premier ex-aequo même pas premier et 2e. Mais c'est un petit peu dommage qu'on fasse 3e, mais bon, par équipe, mais c'est comme ça, les autres étaient plus forts. Effectivement, au classement général, vous faites 1, 2 et 21. Et donc vous perdez cette 2e place que vous aviez enregistrée lors de l'étape précédente. Vous êtes désormais 3e au classement général. Voilà. Ça restait très serré et avec beaucoup de suspense pour la dernière étape. Je dirais par habitude à la Baule, un public très nombreux qui est venu assister à cette dernière épreuve de la saison. Belles conditions, en pleine mer, avec un beau soleil, histoire de fêter ce rendez-vous. Et la différence de parcours entre la Baule et les autres épreuves, c'est qu'il s'agit là en l'occurrence d'une distance olympique. Voilà, excepté pour les filles. Exactement, qui elles disputent la course sur un format sprint. Voilà. Allez Anaïs, vous avez l'habitude, Bergamonis, De Brive, Andrea Witt, vous la connaissez par cœur. Jessica Harrison. Attention, de respecter les règles, ne pas enfourcher son vélo trop tôt. Nikki Samuels, la néo-zélandaise. Elle est très très forte, Andrea Witt. Elle fait partie du top 10 au classement général de la Coupe du Monde. Ce sont des athlètes qui sont maintenant régulièrement présentes sur le Grand Prix. Il faut dire que c'est devenu vraiment un rendez-vous indispensable pour vérifier ses capacités au plus haut niveau. Ça fait des très belles courses d'entraînement et de préparation pour ces athlètes. Le niveau est de plus en plus dense avec tous ces athlètes internationaux qui viennent concourir sur le Grand Prix français. Et donc c'est très intéressant, que ce soit pour les Français, les jeunes Français, et aussi pour tous les partenaires qui suivent les clubs. Nikki Samuels, Jessica Harrison, Andrea Witt, mais également Ricard Alisk, Carole Péon, Erin Deschamps de Poissy. Voici les jeunes triathlètes que l'on retrouve aux avant-postes. Elles ne sont pas là par hasard. Depuis le début de la saison, elles rythment les podiums du Grand Prix. On notait qu'à la Baule, c'est un parcours très très plat sur le remblai. Donc on a les retours et la course se fait rarement en vélo. Donc très peu de suspense sur cette partie-là. Et tout se fait généralement en natation pour attraper le premier paquet et ensuite en course à pied pour aller chercher les places et faire le classement. Regardez avec quelle vitesse ces jeunes femmes se sont extraites de l'aire de transition pour attaquer les 5 derniers kilomètres à pied. Carole Péon avec dans sa foulée Jessica Harrison, Andrea Witt. Là il y a une petite part d'intox de la part des unes ou des autres. On essaye de faire croire qu'on se sent mieux, qu'on est plus fraîche, qu'on a plus de jambes. Est-ce que ça marche encore ça? On peut essayer de partir vite et d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Après si on voit qu'on lâche pas les athlètes, c'est que les athlètes sont pas à leur maximum et qu'ils peuvent aussi eux en rajouter. Donc faut se méfier à ce moment-là et gérer la course quand même jusqu'au bout, quoi. Donc là elle a essayé de partir et s'est fait reprendre. Erin Deschamps de Poissy, l'Australienne qui après avoir parfaitement mené son attaque va réussir à conserver cette place de leader et franchir donc la ligne d'arrivée en vainqueur. Victoire sur le Grand Prix pour cette jeune Australienne Erin Deschamps. Deuxième place qui se joue au sprint entre Carole Péon, Andrea Witt. Elle a mis un point d'honneur. Carole a terminé devant Andrea. Quatrième place pour Jessica Harrison. J'adore le Grand Prix
J'adore courir et j'adore courir ici dans des conditions comme celle-ci. Je peux vous assurer, je serai de retour l'année prochaine. Le format des courses, la qualité du plateau sont vraiment des arguments intéressants. Classement général, Poissy vainqueur donc. Poissy qui remporte le Grand Prix 2007 et succède donc à Beauvais. Qu'en sera-t-il chez ces messieurs? C'est parti pour la dernière épreuve. Format olympique pour cette épreuve, David, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que c'est le même format que les Coupes du Monde, donc 1,5 km. Voilà, le double de temps au niveau en natation, bien sûr. Natation, vélo et course à pied. Donc au lieu d'une épreuve d'une heure, ce sera une épreuve de 2 heures. Et donc surtout plus sollicitant pour les hommes sur la partie course à pied. Voilà. À l'issue de l'épreuve précédente à Embrun, Sartrouville était en tête avec 72 points, Beauvais deuxième place 70 points et le Lagardère Paris Racing troisième avec 68 points. 4 points d'écart entre le troisième et le premier. C'est assez simple. Qu'est-ce que vous avez dit, je dirais, à vos soldats? Bah, nos soldats, je leur avais dit la seule solution c'était de gagner l'étape. Donc pour moi, d'aligner l'équipe la plus forte possible. Ensuite, il fallait surtout pas que Sartrouville fasse deuxième. Pour qu'on puisse aller chercher le titre et pour pouvoir rester sur le podium il fallait aussi gagner l'étape et éventuellement si Sartrouville faisait deuxième on pouvait espérer la deuxième place en maintenant cette place. En clair, il fallait être devant d'un bout à l'autre et être devant à la fin. Est-ce qu'ils ont passé une bonne nuit avant la course? Oui, ils n'étaient pas plus stressés que ça et ils étaient tout simplement motivés pour faire le meilleur résultat possible. Il y avait juste Laurent Vidal qui était blessé à ce moment-là, qui s'était blessé au championnat du monde, donc qui n'a pas pu faire la course, mais qui est venu assister à la course pour soutenir ses coéquipiers. Effectivement, les championnats du monde auront eu lieu entre-temps, et c'est l'Allemand Daniel Unger qui, de Beauvais, a remporté le titre mondial. C'est la Portugaise Vanessa Fernandes chez ces dames qui, elle, est montée sur la plus haute marche, et pour l'instant, retour à la Baule, et devant les costauds, les expérimentés de Beauvais, Stéphane Bignet, et Sylvain Sudry sont effectivement à l'attaque et essayent d'asphyxier tout le monde. Voilà, c'était la tactique prévisible. Voilà la tactique que Laurent Chopin avait mis en place avec ses athlètes. Donc d'essayer de dynamiter la partie cycliste pour essayer de faire des écarts et d'aller chercher eux aussi la première place au général. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Ils comptent quelques dizaines de mètres d'avance sur le reste du peloton. Vous le disiez tout à l'heure, à la Baule, c'est un parcours rapide, plat, avec beaucoup de relance, donc il faut avoir de grosses jambes. Hein. Voilà, il faut surtout bien s'entendre au niveau des relais, et puis les relances, il n'y en a que 2 par tour, donc à chaque extrémité du parcours. Maintenant, moi j'avais donné à mes athlètes de pas trop rouler parce que par rapport aux athlètes qui étaient devant, c'était pas très inquiétant parce que c'était pas des coureurs à pied. Et sur cette épreuve, ça se fait essentiellement en course à pied le classement, donc on avait misé le maximum sur le parcours course à pied. Alors on va voir ce qui s'est passé. Pour l'instant, le peloton est revenu sur les hommes de tête. La jonction a été opérée. Et tout ce beau petit monde va en terminer avec les 40 km du parcours cycliste pour plonger dans les 10 km du parcours à pied cette fois-ci. Toujours un beau soleil, un tout petit peu d'air et c'est pas plus mal parce que là ils sont en train de suer sang et eau. Et ça va être d'une violence rare. Attention à ne pas commettre de faute. Javier Gomez est passé près, voilà il le sait, de la sanction. C'était à Lorient. Et là le point positif pour Lagardère Paris Racing, c'est que Sartrouville n'avait que 2 représentants dans le premier groupe. Et donc que ce soit nous ou Beauvais, ou même Poissy je pense, on avait chacun 3 athlètes. Donc là la course se faisait entre nous et Beauvais. Et oui, Brad Kalfeld qui a loupé le premier paquet avait pour consigne. Voilà, pour consigne de contrer le retour de Cédric Furton qui était dans le 2e paquet. Pas de surprise pour ce qui concerne Javier Gomez. Il tente le tout pour le tout, toujours à l'occasion des derniers kilomètres. Et pour l'instant, il réussit plutôt bien, même s'il y a un contre derrière. Effectivement. Alistair Brownlee, voilà, le vice-champion du monde junior. Un jeune messin, effectivement, qui là a dit stop, hein, c'est pas la peine, je suis en train d'exploser en vol. Autant laisser Gomez franchir la ligne en tête.
Et là, vous avez eu un petit peu d'inquiétude ou pas? Non, non, parce que on gérait bien la course, les athlètes étaient très bien placés au niveau des trois premiers, donc on savait que la course était pratiquement gagnée. Et on avait vu aussi par rapport à Sartrouville que c'était fait, donc pour nous la course était gagnée et aussi surtout le championnat. Félicitations pour les athlètes du Paris Racing. On avait Marc Fortier-Beaulieu à l'image, le président du club, et Laurent Vidal. Et moi-même qui étais à côté pour les féliciter. Javier Gomez qui dit qu'il est très satisfait bien sûr de sa performance, même si ils n'ont pas, lui et ses coéquipiers, réussi à prendre la plus haute marche sur le podium et remporter donc le titre de champion de France par équipe. Mais la rivalité, la concurrence sont désormais à prendre en considération aussi sur le Grand Prix. Félicitations au Lagardère Paris Racing, vous dit également Javier Gomez. Pas mal hein, comme situation, premier. Ouais, pas mal. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à maintenant conserver le titre pour la saison 2008. Notre équipe est inchangée et donc on va faire le maximum. On a de très gros projets pour la saison prochaine, mais aussi et surtout pour les Jeux de 2012. Donc on va former une équipe en conséquence. Bravo David Bardi, bravo Lagardère Paris Racing. On vivra bien sûr l'an prochain en votre compagnie. Salut à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour l'eau, pour vous, à chaque instant, avec Lyonnaise des Eaux, partenaire de la Fédération Française de Triathlon. Le meilleur du Grand Prix FFTRI 2007 de triathlon avec RMC.